On a essayé aussi de travailler le Total Accessible Market. À partir de là, on a défini tout ce qui est Decision Making Unit, tout ce qui est End User Profile, et on a essayé de synchroniser tout ça et d'identifier chaque user existant. Pourquoi? Pour pouvoir mesurer sa répétitivité. Donc, par rapport au end-user profile, combien de personnes peuvent se répéter par rapport à ça dans le marché donné qu'on a défini. Pour rappel, on a pris le cas de la France. Si on veut s'internationaliser directement en France, c'est qui les decision making units qui vont nous aider ou bien qui sont influents dans mon entrée à ce marché-là, etc., etc. Donc, ça, c'était grosso modo ce qu'on a discuté hier, avec toujours pour but que cette phase-là de revenue qu'on est en train de faire lors de notre scale-up, eh ben, on est un certain cash burning qui est assez bas pour récupérer le plus possible de net profit. Ça, c'est l'idée. Donc, sans oublier que le but essentiel est de ne pas tomber dans un marché désertique où personne ne va consommer mon produit. Le no man's land, on n'en a pas besoin. On veut aller au promised land, et donc, que ce soit au step 1 ou au step 2 du stage du growth, eh ben, on veut aller au promised land et non pas au no man's land. Voilà. Donc aujourd'hui, on va entrer encore plus en détail. On va discuter aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire pour notre client qui est dans le marché du scale. Donc, et là, en fait, on va essayer de réparer une erreur que tout le monde et que tous les entrepreneurs ont. Donc, c'est le product market fit. Est-ce que mon produit, actuellement, que je suis en train de vendre en Tunisie, est-ce qu'il est vendable? Est-ce qu'il est fit avec le marché là où je veux m'exporter? Je m'explique. Donc, j'ai vécu en fait une expérience familiale où l'un des membres de ma famille avait une usine de conserve alimentaire, tomates, conserve alimentaire. Et il avait eu à un certain moment une demande de marché d'achat, d'export, de pratiquement 10 ou une dizaine de tonnes, en fait, une dizaine de tonnes de conserve alimentaires, tomates, double concentrées. Et cette demande d'export, c'était de la part d'un marché suédois. Et donc, ce cousin-là, il a préparé toute la commande et il l'a envoyée directement via des voies maritimes. Dès que la marchandise est arrivée en Suède, elle est retournée en tant que marchandise non consommable. Et il a fait une perte sèche de pratiquement 1 ou 2 billions de dinars. Ce qui était énorme pour lui, ce qui a fait qu'il a fait une faillite par rapport à ce marché-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié le product market fit. Est-ce que la conserve que tu es en train de vendre aujourd'hui en Tunisie, avec les exigences du client tunisien, sont les mêmes que celles des exigences du client suédois? Il s'est avéré que ce ne sont pas les mêmes. En fait, ça s'est joué sur le taux de concentration de la tomate. Le taux de concentration accepté par le Tunisien, c'était un taux de concentration à pratiquement entre 18 jusqu'à 21%. Et le taux de concentration accepté
En Suède, c'était un taux de concentration à 35 jusqu'à 40%. Et donc, directement, la marchandise, elle a été refoulée dès qu'elle est arrivée en Suède. Non seulement parce que le taux de concentration il était bas, mais aussi parce que en faisant le voyage, le taux de concentration entre 18 jusqu'à 21 degrés, il a fait qu'il y a beaucoup d'humidité dans les conserves. Et avec l'humidité qui est sur le voyage maritime, eh ben, il a fait que pratiquement toute la marchandise a été dégradée. Et la perte sèche, il a dû l'avoir tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'a regardé que marché, que potentiel, que chiffre d'affaires qu'il va réaliser sans pour autant voir le product market fit. Et ça, c'est très important, même si ton produit existe et que tu es en train de le vendre. Chaque marché, tu dois l'étudier. On en a discuté, si vous vous rappelez bien du cas de Uber, lorsqu'il a voulu scaler, malgré qu'il fonctionne partout dans le monde. Et lorsqu'il a voulu scaler sur le marché chinois, il a fait une perte sèche de pratiquement 5 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su adapter son produit au marché chinois. Plusieurs autres brands existants, ils font la même chose, même ici en Tunisie, même chez vous en Italie. Il vient, il croit que son produit il est universel et il se vend comme ça partout. Eh ben non. Même McDonald's, lorsqu'il va aller aux pays arabes, il change les textures il change son poulet, il change sa viande, il change, etc. en tout ce qui est halal. Pourquoi? Parce que le classique, eh ben, personne ne va l'acheter. Donc, il faut étudier le marché, bien le profiler, qu'est-ce qu'il veut, et surtout le product market fit par rapport à ce marché-là. Donc, aujourd'hui, en fait, l'objectif serait d'aller plus dans le know-how de notre client, de son besoin, et comment pouvons-nous satisfaire son besoin. Ce qu'on va surtout essayer de travailler, non pas juste aujourd'hui, ce sera pratiquement les 2 prochaines séances. Donc on va étudier le full life cycle use case de mon produit. On va aussi travailler une partie du high level product specification. On va travailler aussi la value proposition et la quantifier surtout. On va définir notre core, le core business, et on va travailler notre position compétitive et surtout la dessiner. Ça, c'est pour avoir, comme si on voit bien la photo, donc elle explique bien que le vendeur, il n'arrive pas à vendre ses clients. Et voilà. Donc, il faut connaître ses clients pour savoir ce qu'on va leur vendre. Donc, comme discuté, aujourd'hui, on va directement passer par la phase de décrire plus en détail par rapport au persona et comment il va voir ton produit, comment il va l'acheter, comment il va l'utiliser, quelle valeur il va gagner de ton produit et surtout combien il va payer, comment il va acheter encore plus et demander aux autres d'acheter votre produit. Ce qui est intéressant aussi lors de cette session, c'est surtout de créer des use cases, des cas d'utilisation par rapport à la résolution, l'identification et la résolution des problèmes qui vont vous apparaître dans le marché, là où vous allez scaler. Et est-ce que c'est un marché qui demande un cost effectiveness?
Troisièmement, il faudra clarifier et aligner surtout avec ton équipe et surtout tous les aspects en détail du full life cycle use case de ton produit. Donc, et sincèrement, c'est là où vont débuter des opérations. Pourquoi tout ça? Pour rappel, 70 à 80% des startups qui veulent scaler dans un marché tombent dans le no man's land, tombent dans le désert. Et tout cela, pourquoi? Parce que, un, ils n'ont pas étudié le profiling de leurs clients dans ce marché, et deux, leur produit, il n'est pas adapté à ce marché-là. Notre travail aujourd'hui, c'est surtout de combiner les deux et créer le product market fit. OK. Donc, comment savoir et déterminer si mon produit que j'ai là, il est identifié avec un client? Comment pouvoir savoir si ce marché-là, auquel je ne suis pas allé encore, je ne connais pas. Je connais uniquement les datas que j'ai collectées de la partie marketing, de la partie recherche, etc. Et ben, il pourra utiliser mon produit. Donc en fait, c'est simple. Aujourd'hui, on ne va pas bâtir des hypothèses. Aujourd'hui, on va voir surtout, est-ce qu'il y a des use cases existants ou pas? On ne peut pas bâtir des hypothèses sur un product market fit. On ne peut pas le bâtir. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas du rêve, en fait. On doit savoir s'il y a des produits de substitution qui sont déjà existants dans ce marché-là, des concurrents indirects ou bien des produits auxquels vous répondez et qui ont déjà ouvert le marché. Et là, toute la chaîne de valeur de ce personnage doit l'identifier. Donc si on voit bien un peu la photo, il dit « I'm not sure what it is or what we are supposed to do, but I hear it's supposed to be really good for us. » Eh bien, non. Ce n'est pas juste hearing, c'est surtout trouver les datas par rapport à cela. Et là, on va répondre à what are the key interface points? What exactly would customer want to acquire the product? Et c'est quoi les barrières d'adoption de mon produit? Ça, c'est notre travail pour aujourd'hui. En fait, ce travail qu'on veut faire, il va nous aider non seulement à voir comment notre client va utiliser le produit, mais aussi à comment on va acquérir ce client. En fait, c'est une arme à double tranchant, en fait. Donc, comment il va utiliser et comment on va l'acquérir. Et dans cet outil d'acquisition, il y a même les moyens de paiement par rapport à cet outil d'acquisition. Donc, il y a aussi la partie post-installation, support process, il y a toute la partie analyse des valeurs, etc., etc. Et la compréhension de toutes les process qui sont existants pour arriver à ce client, pour que mon produit arrive finalement à être consommé par mon client.
qu'est-ce qu'on doit inclure réellement dans le full life cycle use case? Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on doit inclure? I don't even know how we found out about this or where to start. Get it out of here. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse logique? En fait, qu'est-ce qu'on a fait réellement lors de la première session? On a discuté des personas et leurs besoins. Si vous vous rappelez bien du CV qu'on a créé par rapport à ses besoins, par rapport à son état psychologique, par rapport à son gender, par rapport à qu'est-ce qu'il fait le matin, qu'est-ce qu'il fait le soir, ses habitudes, etc., etc. Et bien, tous ces datas-là qu'on a collectés, qu'on a essayé de chercher par rapport au end-user profile, par rapport au DMU, par rapport aux autres, et pourquoi j'ai dit que c'est important de le faire, toutes ces datas-là, ils vont me démontrer si mon produit, il pourra être consommé par ce end-user profile ou non. Est-ce que mon produit, ou bien est-ce que le persona que je suis en train de travailler, est-ce qu'il est en train d'utiliser déjà un produit indirect, concurrent indirect, ou bien un supplément, ou bien quelque chose qui ressemble à mon produit, ou même un concurrent direct? Ça va me répondre où je vais m'adresser pour mettre mon produit pour que le persona que j'ai choisi, l'end-user profile, le trouve et l'achète. Et tant qu'on a fait cette recherche primitive de marché, en fait, le persona, il va trouver mon produit et là, c'est le path qu'on est en train de faire par rapport aux journées de produits pour le marché et pour le client auquel on veut y aller. L'idée, c'est que on identifie ces prospects-là, les prospects en tant que Chuck, comme on l'avait en photo, le end-user profile. Et ben le Chuck, le end-user profile, il doit devenir non pas uniquement un prospect, mais il doit devenir un lead. Et un lead, ça veut dire que c'est un potentiel qui a payé pour acheter mon produit. Et c'est ça le besoin. Comment on va le faire, tout ça? Eh bien, sincèrement, il y a des techniques, donc, et ça, c'est les techniques qu'il faut faire. Donc, pratiquement, il faut répondre à ces questions. Donc, how end user will determine they have a need or and opportunity to do something different. How they will find out about your product. How they will analyze your product. How they will acquire your product. How they will install your product. How they will use your product. How they will determine the value gained from your product. How they will pay for your product. How they will receive support for your product. Ça, c'est très important aussi. Là, vous êtes en train de vous exporter. Vous êtes en train d'aller vers un nouveau marché. Et normalement, tous entre nous, ceux qui ont des pages Facebook ou Instagram, qui utilisent Facebook en tant que plateforme business, we blame Facebook about support. Lorsque, par exemple, il y a des personnes qui attaquent notre page, il va censurer notre page Facebook directement. Et on n'arrive pas à rejoindre Facebook ni par support email, ni par support téléphonique. Une réponse qui prend 2 à 3 mois et entre-temps, on n'arrive pas à discuter avec nos potentiels clients et son support.
qui est notre page Facebook, page Instagram. Donc ça, c'est extrêmement important par rapport à notre produit. Et là, le plus important, comment upseller mon produit par rapport à ces clients-là. How they will buy more product or spread awareness. Spread awareness, c'est le client qui est premium en fait. C'est le client qui fait du bouche à oreille, qui est lui-même devenu un influenceur. Et ce client influenceur, en fait, il a un nom. Et ce nom, c'est un NLP, Net Lead Promoter. Net Lead Promoter, et c'est un facteur qu'aujourd'hui il existe. C'est un pourcentage qui est très important à le mettre en tant que KPI. Pourquoi? Parce que vous allez savoir est-ce que ce pourcentage de NLP, il va créer un upselling demain et awareness à partir de ton produit ou non. Donc on va essayer, en fait là je vous laisse pratiquement une vingtaine de minutes pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc j'espère que tu as essayé de travailler sur ce document. Et là, en fait, pour avoir une idée pourquoi on a fait tout ça, c'est tout simplement pour que tu puisses avoir une première visualisation du full life cycle product que tu es en train de créer. Et surtout, là où tu veux scaler. Donc, cette visualisation, en fait, elle va te donner un schéma de toute la chaîne de valeur, des obstacles que tu vas avoir, du potentiel, ces obstacles, ils vont créer un potentiel surpricing de ton produit et avoir tous ces obstacles, connaître mieux ton client et connaître sa base à combien il pourra payer, parce que d'un produit à un autre, par exemple, on peut prendre un produit chinois que tu peux acheter à, je dirais 100 000 pièces à pratiquement 1 cent la pièce, et ben 1 centime la pièce. Ben, ce centime la pièce, et ben, en arrivant en Europe, il peut facilement monter à pratiquement 10 € la pièce. Avec les coûts douaniers, avec les différents coûts de transport, etc. Et ben, l'idée, c'est que c'est identifier ce pricing et est-ce que demain, ton produit, il pourra être vendu et que ton client, il pourra acheter ton produit à cette valeur-là ou pas. C'est donner des valeurs, c'est savoir les obstacles et pour pouvoir matcher, en fait, comme on a discuté, le product market fit. Ceci dit, on va essayer que ces datas que tu as faites, que tu as prises, on va essayer que tu en crées toute une représentation du life cycle case de ton produit. À partir, en fait, de cet exercice, le workshop que nous allons faire maintenant, en fait, ce qu'on va essayer, en fait, c'est de travailler le High Level Product Specification. Juste un moment, s'il vous plaît. Donc, le High Level Product Specification, c'est comment créer cette représentation visuelle de ton produit et comment, en fait, faire un focus sur les value propositions, les benefits de ton produit.
et bien sûr feature by feature. C'est pas uniquement une seule feature, mais toutes les features ensemble qui en font un bon produit. Donc, si on voit bien la photo, eh ben, Anna, that's what you meant by it. Wasn't it obvious? Absolutely not. Eh ben, là, l'idée, c'est que la photo, tout le monde la comprenne ensemble par rapport à ton produit. Creating a high-level product specification. Donc, a high-level product specification, c'est quoi? C'est quoi un produit qui a des spécifications très haut niveau? Donc, si on voit un peu le truc, en fait, dans son cœur, dans son dessin, la représentation visuelle de ton produit, elle va réellement te donner les besoins finaux et basiques à développer. Et c'est quoi les process en ce point-là sur le marché où tu veux y aller? Je m'explique. En fait, c'est un peu un jargon un peu théorique. Mais si là, moi, avec un produit tunisien, je veux partir en Europe, je veux attaquer le marché français, il y a une première barrière que je me dois de mettre en place. C'est quoi la barrière? C'est la certification européenne. Si mon produit il n'est pas compliant avec la certification européenne, mon produit ne pourra jamais entrer dans le territoire français. Ça, c'est de 1. Si mon produit, c'est un produit d'une start-up et ce n'est pas un produit ce n'est pas un produit physique. Si je veux que mon produit, qui est une plateforme numérique, un marketplace, un réseau social, etc., se vende en France et se trouve, et les utilisateurs le trouvent, il y a une réglementation aujourd'hui, l'RGPD, et cette réglementation, elle est demandée, et donc je suis demandé à répondre à ces compliances qui sont existants maintenant. Donc, en fait, cette visualisation de mon produit, les features que je me dois de mettre pour pouvoir scaler dans ce marché, m'aideront à définir mon cœur. Est-ce que mon core business, il va rester, ma culture, elle va rester, et qu'est-ce qui va changer pour que mon produit devienne un product market fit avec ce marché-là. Après tout cela, le workshop, en fait, qu'est-ce qu'il va il va m'aider à créer une brochure. Le process d'identification et d'alignement de mon high-level product specification sera encore plus fort si je vais le décrire. Et je vais décrire surtout tous les suppléments que je me dois de mettre dans mon produit. Comment je dois les mettre, les expliquer. Expliquer encore plus ces features. Faire des translations. Si mon produit il est écrit en italien, eh ben, je dois faire les bonnes translations en français si je veux aller au marché français. Faire les transcriptions. Et le plus important, c'est quoi le bénéfice que va gagner? Quel bénéfice il va gagner mon client par rapport à chaque feature que je vais mettre? Toujours être encore plus spécifique de qu'est-ce que j'offre, ce composant que je suis en train d'ajouter, qu'est-ce qu'il va offrir à mon client et pourquoi ce client que je suis en train de targeter, que je suis en train de cibler, il a besoin de mon produit. Tous ces détails-là je dois les écrire et les dessiner et les détailler pour que je puisse avoir un product specification qui va me donner un high level product.
auquel je pourrais entrer dans ce marché. Donc, si on va bien, en fait, on doit faire le how it works, une partie produit qui est là, et une partie client qui est là. Donc, how it works, comment faire le ship et le shipping, si c'est un produit, est-ce qu'il y a un free shipping, etc., etc. Ça, les features que je vais donner. Et pourquoi il va acheter. Donc, le client, pourquoi il va acheter mon produit, etc., etc. Et je détaille le plus en plus. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de créer un dessin visuel, comme on en a discuté maintenant, par rapport à ce product specification. Une représentation de ton produit, les bénéfices de ton produit, les produits créés, les bénéfices créés plutôt par ton produit et les bénéfices créés par les features, tous les features de ton produit. Donc, vous aurez pratiquement aussi 20 minutes par rapport à ça. Il est à noter que créer le visuel, il va encore faire comprendre à ton équipe et il va aligner surtout tes pensées avec ton équipe existante. Non seulement ton équipe existante, mais aussi ce visuel-là, il va t'aider à comprendre mieux ton client et à ce que ton client potentiel qui va être en Europe ou bien quelque part au marché voulu de scale-up, il va aussi mieux connaître votre produit et comment il va, quel bénéfice il va avoir de ton produit. C'est ce schéma-là qui va t'aider. Rester uniquement dans le high-level product avec beaucoup de détails et des prototypes. Il est à noter que vous n'êtes plus aujourd'hui, lorsqu'on parle de scale-up, vous n'êtes plus une start-up qui est en train de prototyper. Ça y est, votre prototype, il est défini, vous avez un MVP, Minimum Viable Product, vu que votre produit, il est vendu dans votre marché actuel, et là, vous voulez scaler dans un marché que vous ne connaissez pas. Pour pouvoir scaler dans ce marché, il faut avoir, que vous ne connaissez pas, il faut avoir un vrai produit high level. Il faut connaître ses clients et mettre les features dans ce marché, il a besoin. Il faut avoir aussi une équipe. Cette équipe que vous avez, elle doit comprendre tous les détails par rapport à ce marché. Parce que réellement, lorsqu'on va attaquer ce marché, il ne faut faire aucune faute. Il suffit d'une faute, en fait. Et toute l'attaque que je suis en train de faire par rapport à ce marché peut tomber à l'eau. Parce que l'un de mes coéquipiers dans la team, il n'a pas bien compris la loi Europe Compliance. Parce qu'il n'a pas bien compris un article de douanier. Parce qu'il n'a pas bien compris quelque chose ou un truc pareil. Parce qu'il n'a pas su que mon consommateur, il n'aime pas la couleur rose, il aime la couleur bleue, etc., etc., etc. Tous ces détails-là, il faudrait bien les comprendre, mettre le plus de temps possible et de ressources à identifier, à visualiser et à mettre ces datas-là par rapport à ton produit et par rapport à tes features pourront créer le high level product. Cette brochure, en fait, que vous allez faire entre le visuel et les détails que vous êtes en train de décrire, que ce soit features, la brochure des features techniques, les fonctions, des bénéfices clients, tout va être clarifié pour que tout peut être demain aligné avec, non seulement avec ton équipe RH, mais aussi avec ton client. Demain, même les marketeurs, ils seront identifiés et avoir la bonne data à partir de ce visuel et ces brochures-là. Donc, pour ce workshop, en fait, on va prendre pratiquement 30 minutes
Et vous allez essayer de créer le visuel avec le focus des bénéfices de toutes les features. Donc, je ne sais pas si je vous laisse cela. Make a product brochure. Allons-y. Donc, je vous laisse cette page et on se voit pratiquement à 11 heures, heure Tunis. Normalement, vous avez créé la partie visualisation et brochure. Donc, logiquement, vous l'avez fait et on va attaquer d'ici peu le workshop de Value Proposition. Donc, normalement, je pense que vous tous, vous connaissez c'est quoi Value Proposition. Donc, c'est quelque chose, si vous êtes une startup en mode MVP et qui voulait scaler, donc normalement, vous avez déjà votre unique value proposition, votre proposition de valeur sur le produit. Et là, dans ce workshop, dans cet exercice prochain, on va essayer de quantifier cette value proposition afin de voir si elle corrèle avec le product market fit ou pas. Donc, mais juste un moment, je veux voir avec vous. Donc, juste un moment. Hop, hop, hop. Est-ce que vous avez déjà fait la partie s'il y a quelque chose que vous pouvez me montrer, donc je suis là, j'attends. Sinon, ben, on avance. Alors, ok, on avance sur la proposition de valeur. Alors, en fait, c'est quoi une proposition de valeur? C'est aussi simple que ça. Donc, la proposition de valeur, c'est toute, toute, toute feature qui fait la différence, ou bien toute avancée qui fait la différence entre vous et les concurrents. Donc, et là, en fait, on ne parle plus de proposition de valeur de votre produit sur votre marché existant de start-up. Là, on est en train de parler surtout de proposition de valeur de votre produit dans un marché de scale-up. Et dans un marché de scale-up, en fait, les demandes ne sont pas les mêmes, les clients ne sont pas les mêmes, leurs besoins ne sont pas les mêmes, leur budget n'est pas le même, tout n'est pas le même comme on a vu dans la partie personnelle. Et on ne peut pas être juste dire we are super fantastic, we are awesome, we are so much better than anyone else. So, tout ça, c'est simple. Et puis, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Et le contenu, il est gratuit. Pourquoi il n'y a pas les chiffres qui suivent, etc., etc. Là, on doit identifier notre proposition de valeur pour savoir les métriques qui existent, pour savoir toute data qui pourra nous aider. Donc, pour cela, en fait, on doit aligner notre proposition de valeur qu'on est en train de faire à partir du full life cycle product
qu'on a pris en tant que cas d'étude et l'aligner avec les personas qu'on a choisis. Donc cet alignement, en fait, va nous aider à mieux comprendre comment notre client et potentiel client va utiliser notre produit. Euh, Réellement et sincèrement, nous n'allons pas créer une proposition de valeur parce qu'elle est déjà existante. Nous allons modifier et la quantifier. Euh, et ce travail-là, en fait, d'exercice de modifier et quantifier selon le marché auquel nous voulons nous attaquer, c'est la partie qui va créer le product market fit dont on a besoin. Euh, il dépend ici des top priorités de votre persona dans le marché choisi. Il dépend du time to market, combien de temps il te faut pour attaquer ce marché. Il dépend de plusieurs critères, de l'argent, de combien son budget, du producing goods. Est-ce qu'il y a des biens qui sont produits dans ce pays ou bien je dois tout importer de l'extérieur, etc., etc. Est-ce que mon produit, il va lui faire gagner de l'argent et combien par mois? Toute data qui est intéressante par rapport à la value proposition suivant mon critère client, elle est bonne à ce que je puisse demain non seulement la mettre en valeur en tant que killer features, le feature qui va tuer les autres concurrents directs ou indirects ou supplémentaires, etc., quel que soit. Mais c'est le feature qui va être killer feature et qui va m'aider à quantifier combien de ratios, combien de quantités, combien de personnes qui vont venir à partir de ce killer feature. Et là, nous aurons une quantification de notre valeur de proposition. Et c'est pour ça que cet exercice, ainsi que les autres exercices qui sont un peu en cascade, sont extrêmement bénéfiques pour le product market fit. Ces métriques-là vont vous aider à aligner, comme j'ai dit, votre proposition de valeur avec les personas que vous avez fait. Donc, pour quantifier, en fait, on doit connaître toutes les customer personas qui vont utiliser mon produit, qu'est-ce qu'ils veulent, produit ou service, so that can value the proposition. On va la faire très simple et très facile. Tellement on doit la faire simple qu'elle doit être possible pour notre produit. On ne doit pas réellement complexifier. On doit créer le plus simple possible la value proposition et cette unique value proposition à partir du key feature qui pourra facilement nous aider à gagner et à ne plus avoir juste le key feature, mais le killer feature. Donc, est-ce que ça va être comme là, par exemple, par rapport à tout ce qui est détail, les process, dès que j'ai en fait les personnages, j'ai créé les process qui sont dessus. Là, je vais essayer de simplifier tous les facteurs et créer ce modèle de dessin qui va par exemple, m'aider à builder le as is versus le possible. Et là, c'est la différence entre les deux. Là, on voit quelques features. Là, il y a pratiquement 70% de réduction en temps. Là, je vais gagner 70% aussi de réduction de mon temps, mais là, je vais gagner 50% de réduction du temps avec un freeform. Là, il y a une partie de commercialisation. Là, il y a looks like, works like work, looks like, work likes. Là, il y a une différence entre les deux, mais chacun des deux, il a pratiquement
trop de développement dedans. Il y a par exemple 2 semaines d'engineering. Là, il y a pratiquement de 2 à 3 mois tout le cavity development. Il y a plusieurs différenciations. Qui va être le plus vite possible pour me faire gagner du temps, etc. etc. Et en fait, cette comparaison de as it is, elle ne va pas en fait introduire comment on va utiliser le produit en le comparant avec ce qui est possible en mode état de l'art de l'utilisation de produits. Nous sommes confiants qu'il y a, dans ce process-là, qu'il y a des clients qui vont utiliser notre solution. Nous sommes très confiants de cela. Le changement qui va être qu'on va avoir ici, en fait, c'est qu'on va essayer d'être le plus rapidement, le plus simple, en mode as it is, du produit qui a déjà été développé pour pouvoir, en fait, quantifier le plus possible et mettre tous les cas de figure pour trouver, en fait, le killer features et le quantifier directement. Pourquoi pas aussi avoir un différentiel en fait. Si je sais que ces features-là, il va me donner comme là, il va me donner 70% de réduction time de temps et l'autre, il va me donner 50% de réduction time, mais aussi j'ai une autre comparaison de 70% de réduction de temps. Cette 70% de réduction de temps, on l'a dans 2 cas qui sont en rangée ici, mais l'un, il va me prendre 2 semaines d'engineering, l'autre, il va me prendre 2-3 mois de tooling engineering. Et là, c'est une différenciation de time to market. Réellement, pour les 70% de réduction de temps, en fait, je vais gagner avec ce cas-là, plus que je vais gagner avec ce cas-là. Donc, as it is, réellement, l'état de l'art de as it is, il va m'aider réellement d'avancer plus vite, plus rapidement sur le value proposition et les killer features et m'aider à quantifier, à avoir des quantifications par rapport à ces features-là. Donc, once we are able to state et avoir cette valeur de proposition quantifiée en un seul mot, nous allons essayer après de créer les diagrammes, comme vous le voyez là, les diagrammes qui vont définir le corps, le diagramme entre l'état de as it is et l'état du possible. On va essayer de visualiser tout ça, on va essayer de connaître ce produit et essayer de créer les diagrammes, tous les diagrammes possibles avec tous les mots possibles qui vont être dits à notre client afin de créer le understanding et l'alignment. C'est très important. L'understanding et l'alignment entre le client, mon industrie. Et lorsque je parle de mon industrie, je parle bien aussi de mon RH et de mon équipe. L'alignment entre les deux et l'understanding entre les deux. De qu'est-ce que j'ai comme value proposition, killer feature, en combien de temps je peux venir et délivrer avec le besoin de mon client et je suis totalement aligné avec lui. Logiquement, après cette partie de value proposition, en fait, il y a un petit workshop qu'on va faire aussi. Il va nous prendre pratiquement aussi une vingtaine, voire une trentaine de minutes. En fait, il va nous définir le top priorité des personas et il va nous aider comme discuter en utilisant le full life cycle use case de notre client pour mettre à jour la partie as it is et le possible. Voilà. Donc là, en fait, je vais essayer de vous poster le workshop et j'arrive. Voilà. Voilà, donc comme mentionné, en fait, keep it simple, as it is, et l'état du possible, on va essayer le plus. On a essayé de quantifier le besoin. Donc après coup, en fait, on va essayer de travailler sur le core
normalement aujourd'hui, on va s'arrêter avec le core, defining the core. Et ce core-là, en fait, il va nous aider à connaître mieux les killer features qui vont nous aider à attaquer le marché. Donc, si vous avez des questions, je suis avec vous. Là, c'est par rapport au cœur, le cœur de votre produit, le cœur de votre business, le core business. En fait, cet exercice, pour moi, c'est l'exercice le plus important parce qu'il touche plusieurs facteurs. Le core business, réellement, il ne touche pas uniquement le produit, il touche pratiquement toute votre entreprise. Toute votre entreprise, il va être en ce sens-là. En fait, il va expliquer pourquoi et que votre business pourra donner à votre client avec une solution que les autres ne peuvent pas fournir. Et réellement, il touche les valeurs, non seulement de votre produit, mais de toute votre business. Et là, en fait, j'aimerais faire une pause et vous montrer une vidéo de Steve Jobs. De Steve Jobs en 97, lorsqu'il a repris Apple. C'était avant l'iPad, avant l'iPod, avant tout en fait. C'était juste avec les iMac classiques. Donc là, on va essayer de regarder cette vidéo et d'en discuter. Passer. Donc en fait, si vous connaissez pas un peu l'histoire de Steve Jobs, en fait, c'est lui qui a fondé Apple. Il l'a fondé dans les fins années 70 et il a été viré en fait de son entreprise en 1984. Donc, en fait, le produit qu'il a développé, le premier produit qu'il a développé, c'était le Apple One, qui était le premier micro-ordinateur pour les personnes, non pas pour les business. En fait, auparavant, il y avait des ordinateurs uniquement pour les sociétés et surtout les grosses sociétés. Même les petites sociétés n'avaient pas d'ordinateur. Donc, Steve Jobs, en fait, il a fait l'intégration de ces ordinateurs pour les maisons, tout ce qui est famille. Et en 1982, comme je vous l'ai dit, lorsque Apple est devenu à s'agrandir, elle a ouvert de nouveaux marchés, elle a scalé, et ben, il a eu l'intelligence de recruter l'un des plus grands CEO au monde, en fait, qui était le CEO de Pepsi et qui a intégré en fait Apple en tant que CEO et que Steve Jobs est resté en mode focus uniquement sur le produit et travailler les produits pour les clients.
Donc, c'est à partir d'un désaccord entre les deux, entre le CEO et Steve Jobs, qu'en 84, Steve Jobs il a été viré de son entreprise. Il a été viré, il a toujours ses actions, mais il n'est plus, euh, il n'est plus le, il ne travaille plus dedans. Donc, en fait, c'était un dysfonctionnement entre les deux, entre les visions. Steve Jobs voulait toujours aller vers l'ordinateur personnel de la famille. Et le nouveau CEO, en fait, il voyait que les chiffres n'y allaient pas, ça n'avançait pas trop. Il y a un marché qui est déjà existant, qu'on peut délivrer, ce marché-là qui est des serveurs et des ordinateurs puissants pour les entreprises. Et donc, Apple s'est dévoué totalement, lorsqu'ils ont viré Steve Jobs, s'est dévoué totalement euh, aux serveurs et au marché classique depuis 1984 jusqu'à 1997, où ce même CEO, il a été viré par le comité directeur. Ils ont racheté les entreprises de Steve Jobs, les autres entreprises qu'il a créées. Il a créé une autre entreprise d'ordinateur. Il a créé Pixar, si vous connaissez Pixar, qui a été racheté par Apple aussi. C'est lui le créateur du dessin animé Toy Story, etc., etc. Donc, et là, on parle de 97. Steve Jobs vient d'être recruté encore une fois pour être non seulement le fondateur, mais aussi le CEO de Apple. Et là, il parle de retourner dans les basiques de Apple. Qu'est-ce que c'est les basiques de Apple? Parce que Apple, elle a changé de sa vision à la vision de notre CEO et jusqu'au retour de sa vision. Et donc là, on parle du core business et des core value business pour parler des produits et pour parler de ce qui se passe. Donc, et donc, si l'on comprend bien, il est revenu il y a 8 jusqu'à 10 semaines, maximum 2 mois et demi, chez Apple et, en tant que CEO. Et ce qu'il a vu, c'est retourner au basique, comment créer des produits magnifiques, euh, comment ressembler à nos clients et comment faire une publicité.
Donc, si vous voyez, en fait, ce qu'il a discuté, c'est tout ce que nous étions en train de faire autour des sessions d'hier et d'aujourd'hui. Plutôt même d'avant-hier, parce qu'il a parlé des personnels, getting to the client, de ce qu'ils veulent. Et là, comme on en a parlé maintenant depuis tout à l'heure par rapport au value proposition et par rapport à make it as simple as it is. Donc là, en fait, après avoir été dans les basiques, il faut savoir que Steve Jobs est de formation marketing avant tout, et que après s'être devenu, il n'a pas en fait fini son diplôme, et il est devenu après ça product manager chez Apple. C'est lui qui a créé le produit Apple One, Apple II, etc., etc. Et que c'est un connaisseur en produit, que c'est un connaisseur en client, et que c'est un connaisseur en marketing. Et ce qu'il dit là actuellement, c'est que le marketing, avant tout, c'est un marketing de valeur. Pour pouvoir en fait toucher des gens, on ne peut pas les toucher juste par des ads classiques. On touche les gens pour qu'ils connaissent mieux et nous suivent et suivent nos produits. C'est lorsqu'on a des valeurs ensemble. Donc, des valeurs partagées. Lorsque moi, en tant que marque, je touche les valeurs de mon client et qu'il voit qu'on a les mêmes valeurs partagées ensemble, là, le client, il va suivre et devenir un net promoter lead à, le NPS dont on a parlé tout à l'heure, à mon brand. Et donc, malheureusement, comme il l'a dit, en fait, et ça, c'est depuis, il en parle depuis 97, mais aujourd'hui, c'est encore pire. En fait, nous vivons dans un monde qui est très brouillon. Il y a tellement de pubs, il y a tellement de trucs que personne ne peut réellement se concentrer à une pub X ou Y, sauf si elle est ciblée, et extrêmement ciblée par rapport à ton client. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaillait tout à l'heure les user profiles, les decision making units, leur âge, leur gender, les habitudes, etc., etc., pour qu'avec les outils d'aujourd'hui qu'on est en train d'utiliser, comme Facebook Ads, comme Instagram Ads, comme TikTok, comme LinkedIn, etc., etc., comme Google Ads, on, réellement, on va cibler le maximum ces gens-là pour pouvoir réellement faire entendre à ceux dont on a besoin notre publicité et ne pas réellement divulguer à tout le monde et là où ça va être dilué.
Donc là, en fait, c'est, vous vous rappelez lorsqu'on a discuté des features, des killer features, etc., etc. En fait, ça, c'est votre besoin en termes de killer features. Mais ce n'est pas ce que vous allez marketer. Et donc, c'est ce qu'il vous dit là, Steve Jobs. La concurrence auparavant entre les PC classiques de maison, parce qu'il n'y avait même pas des PC des laptops. Donc, ils existaient, mais c'était extra cher pour les industriels. En fait, la concurrence, c'était le CPU, combien de mégahertz, on ne parlait même pas de gigahertz, la RAM, combien de kilooctets, le disque dur, combien de kilooctets, etc. etc. Donc, il parlait de speed et uniquement de trucs comme ça. Et sincèrement, là, il le dit aussi, pourquoi Apple est mieux que Windows, ou bien pourquoi Windows est mieux que Apple. En fait, c'était pas ça le point, le killer feature qui va être entre Apple et les autres. Et là, il nous donne directement l'exemple de l'industrie laitière qui, depuis longtemps, elle disait, depuis pratiquement les années 70, elle disait que le lait, il est bon pour la santé, pour la croissance, etc., etc. Et que malheureusement, les ventes étaient entre-temps. Et là, on voit le message qui change. Le message qui change entre Gat Milk et entre le message de le lait est bon pour la santé. Et là, c'est la différence du message et c'est KPI et c'est comment il va booster les ventes du produit. Et là, il nous parle de quelque chose qu'il aime et d'un brand qu'il aime et qu'il suit. Ce brand-là, qui est Nike. Nike, c'est la marque d'équipementier de sport. Et qui là, il nous dit que dans ces publicités, en fait, tu ne vois jamais une personne, tu ne vois jamais en fait le basket Nike ou bien le sneakers Nike ou bien. En fait, la publicité, elle ne fait pas focus sur le produit de Nike. Elle fait un focus sur autre chose.
Et donc, en fait, si vous avez suivi un peu ce que disait en fait réellement Steve Jobs, c'est que le monde change, les produits changent, tout change, les distributions changent, les channels changent, tout change. Sauf une seule chose ne change pas, c'est les valeurs. Les valeurs cœur, les core values, ils ne changent jamais. Ce message de values et de core values de ton produit, de ton business que tu vas communiquer avec ton client, il va toujours être le même. Et là, il nous a parlé de Nike, comment elle était en train d'honorer les athlètes, que ce soit auparavant, c'était Michael Jordan en basket, les footballeurs, etc., que ce soit avec Cristiano Ronaldo et d'autres. En fait, ce qu'elle met en évidence, c'est les athlètes plus qu'elle ne se met, plus qu'elle ne met le produit en elle-même. Et les gens, en fait, ils achètent ce qu'elle honore. Donc, c'est la même chose que Apple avec ce brand, elle a essayé de faire. Et il a dit que on doit revenir à notre essence, à notre années 70, à la création de Apple et à nos valeurs, à nos core values. Donc, à cette définition-là, et comment communiquer cette définition-là, après ce changement qui va se passer entre les CEO et cette vision qui va changer entre les deux, comment communiquer ce core value à tout le monde. Et donc, et là, il va le communiquer avec un message publicitaire, c'est ce qu'il travaillait pendant les derniers mois. Si vous voyez le Think Different, qui est le slogan aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui de Apple, il n'a pas changé depuis 1997. Pourquoi? Parce que Think Different, en fait, il ne touche pas uniquement le core value. Et cette définition, en fait, elle ne touche pas uniquement Apple. Mais elle touche Apple, mais aussi elle touche les potentiels clients de Apple à qui ils vont scaler partout au monde. Et donc, ce sont des gens différents, ce sont des gens qui sont astonishing, ce sont des gens qui sont euh, créatifs, venus d'ailleurs. Et c'est ce qu'il en a parlé, qu'il a même dit que nous, les personnes qui nous représentent, même s'ils existent ou même s'ils sont déjà morts, et ben si ces morts-là auraient à avoir à utiliser un ordinateur, ils auraient utilisé un Mac au lieu d'un PC classique. Pour comprendre ce que cette identification entre persona et produit de l'entreprise et le core value entre les trois, sa définition d'essence est important
dans votre message de ma publicitaire. Et là, on va voir la publicité. Si vous voyez bien un peu la publicité, en fait, c'est l'un des publicités vidéo qui a coûté le moins cher au monde. Pourquoi? Parce que sincèrement, il n'a pas eu à prendre en vidéo quelque chose, il a pris directement des vidéos qui existaient, que ce soit celle de Einstein, celle de Muhammad Ali, celle de Martin Luther King, celle de tous ces génies du monde et de tous leurs, de toutes les, je dirais, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient mathématiciens, qu'ils soient physiciens, qu'ils soient astronautes, ben, tous ces génies-là, tous ceux qui ont changé le monde, ils pensent différemment. Ce sont des créateurs qui pensent différemment, qui ne sont pas comme nous. Et c'est ça, en fait, l'essence même de Think Different. C'est que en utilisant l'Apple, en utilisant le Mac, tu es quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et c'est ce que le core value, en fait, il touche entre le produit, la marque et directement, euh, bien sûr, le client. Et voilà, là, il parle un peu de la partie commerciale. Donc, réellement, c'est ce qu'il faut penser par rapport au core business et les core values. Donc, notre exercice, il doit être. Prego, David.
S'il vous plaît, laissez-moi savoir ici chaque pause avant qu'elle ne se produise et la fin des travaux. Merci. D'accord, David, sans problème. Merci à vous. Donc, en fait, on a repris plus vite que parce que j'ai écrit ici 30 minutes, alors que on a pris uniquement 20 minutes pour le premier workshop. Mais là, normalement, nous allons bientôt faire un petit workshop sur le core value. Donc, normalement, tu as compris ce que c'est et ce qui ça change à partir de cette vidéo. Donc, en fait, j'aimerais mieux que tu essayes de travailler le core value à partir de cet exercice-là qu'on va mettre. Juste un moment. Donc voilà, on va faire débuter l'exercice de la définition du corps. Donc, juste un moment, ça. Voilà, ce worksheet, en fait, je pourrais vous l'envoyer après par email sans problème. Donc là, en fait, on doit identifier pour chaque entreprise le core. Donc là, on prend l'exemple de Walmart, par exemple, value proposition, c'est low cost. Merci de rechercher sur Google c'est quoi le core. Pour Honda, reliable power products. Pour eBay, best marketplace to buy and sell. Pour Gillette, par exemple, availability with sufficient quality. Pour Oracle, safe shops. Choice pour Zappos, customer service. Pour Apple, instant productivity, etc., etc. Là, on aimerait bien aussi voir ton exemple. Et dans le second exercice, et là, vous aurez pratiquement 20 minutes pour les deux. Donc, on va définir votre core worksheet. Pour cela, en fait, vous allez répondre à c'est quoi votre valeur de proposition qu'on a travaillé, la value proposition qu'on a travaillé tout à l'heure. Et à partir de là, tu vas répondre à ces questions du plus fort jusqu'au plus mauvais. Plus mauvais. C'est what assets does your team have? Prioritize from strongest to weakest. Après, on va faire la même chose pour la question what are your proposed modes for your business? Et pour la dernière question, what are potential cores for your business? Donc, pour ces deux exercices-là, je vous laisse 20 minutes pour les travailler d'après ce que vous avez compris entre le value proposition et là par rapport à la core business. D'accord? J'espère que vous avez trouvé un peu quelques réponses par rapport à ce cours. Donc, on va essayer après de travailler encore plus ces exercices-là. Donc, en mode, what is your proposed core from these choices? What is or will this core be unique? Why? Is it important to put your target customer? How does it realize to your value proposition? How does it grow over time relative to competitors in a way that competitors can simply catch up once they realize it? What was your second or third choice? And why is your first choice a better selection compared
and contrast. Là, ça va être pratiquement le momentum de votre call qui va vous donner le message clé de votre core business. Juste pour summarize et faire un résumé de tout ce qu'on a fait par rapport au call. Pour rappel, la définition de core value, c'est vraiment la première étape à laquelle vous devez vous concentrer. Votre produit, c'est vous, c'est votre image. Votre produit, votre service, votre brand, c'est votre image à laquelle les clients, ils vont voir, les gens, ils vont voir. Est-ce qu'ils vont s'identifier à ce produit ou non? Est-ce qu'ils vont s'approprier et être des Net Promoter Lead, NPL, comme dit auparavant, de votre brand et de votre produit, oui ou non? Qui d'entre nous n'a pas été, par exemple, en buvant un café Lavazza ou bien en buvant un café Illy, il n'a pas été interprété, ses amis ne l'ont pas demandé à s'identifier en tant que tel. Tout le monde, nous avons été des net promoters par rapport à des produits, par rapport à des services existants. Nous avons été des influenceurs, non seulement sur l'achat, mais pour des gens pour acheter un produit X ou Y, que ce soit une TV, que ce soit un ordinateur, que ce soit un smartphone. Et en fait, c'est ce message clé de call qui nous laisse s'identifier avec cette marque, avec ce produit, et qui va nous suivre tout le lifetime, non seulement du produit, mais tout le business, parce que le business, il est bâti sur les core values. Si vous voyez bien, en fait, avec la vidéo qu'on a démontrée de Steve Jobs, en fait, tout simplement, il a discuté d'un PC classique. C'était même pas le iMac transformé. Mais après, il y a eu le iPod qui était avec les iTunes, donc qui était le premier à créer de la musique en mode MP3 sur SSD, il a intégré iTunes, l'achat de la musique officielle. Après, il a injecté le iPod et plutôt après l'iPhone et l'iPad, etc., jusqu'à aujourd'hui, voir ce que Apple vend comme produit et nous propose comme produit. Mais réellement, ce que nous achetons, ce n'est pas le produit de Apple, c'est surtout le core value qu'ils ont mis, le think different, et les values que nous sommes, qu'avec les produits de Apple, on est mieux. Donc c'est ça le core qui suit votre business. Et il touche à tout, d'ailleurs, pour arriver à ce mot comme vous avez vu. Donc, on a touché au value proposition, on a touché au client, au behavior, au quantitative, etc., etc. Tout cela nous a aidé à avoir le core. Et nous devons toujours, continuellement, travailler ce core pour rendre encore plus amplifié, encore plus fort. À chaque fois qu'il devient plus fort, à chaque fois, il y a plus d'attraction avec les clients. Malheureusement, lorsqu'il change, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Si on change les core values que ce soit de notre brand ou bien de notre produit, c'est que ce changement, il est radical avec le client. Si demain, le client il ne s'identifie plus avec vos core values, eh ben, il va vous quitter. Et plusieurs trucs
dans le passé sont passés. Dans le passé, on les a vus comme ça, avec plusieurs marques qui ont changé les couleurs ou bien qui ont changé leurs valeurs vers des valeurs, surtout avec des marques aujourd'hui, si on voit des marques supportant les LGBTQ. Et c'est pas que j'en suis contre, mais si vous voyez un peu l'impact sur, par exemple, Disney aujourd'hui avec leur promotion de la communauté LGBTQ dans les comics pour les enfants. Et pratiquement, si vous voyez un peu les chutes un peu partout au monde, des gens qui sont en train de regarder le dessin animé et les dessins animés de Disney, ça, c'est des values auxquelles les gens et les parents ils se sont promis avec Disney. Et, d'habitude, les values, c'était l'intégrité, c'était l'amitié, etc. Et qui trouvent quelque chose qui change dans les values et les core values. Et là, c'est grave parce que ça peut facilement créer une cassure entre les clients et le brand ou bien le produit. Et voilà. Donc, à chaque fois que vous essayez de changer les values ou les core values, vous devrez redécouvrir vos clients et chercher votre base de clients. C'est pas facile, ce n'est pas réellement un exercice facile. Il peut paraître même abstrait, mais il est essentiel, extrêmement essentiel, afin de maximiser la valeur de votre business et son impact dans le scale. Voilà. Donc, je vous laisse ce dernier exercice que vous allez compléter par rapport aux values. Donc, what is the call from these choices, ce qui a été proposé. Et normalement, nous arrêterons nous quittons pratiquement d'ici 20 minutes prochaines. On termine avec le dernier exercice du corps. Ok, donc j'espère que tu as fait l'exercice, que tu as pu trouver le core value à partir de ces workshops qu'on a entamés. Donc demain, nous entamerons, après avoir défini le core value, nous allons entamer le reste de la formation. Donc, et surtout, après le core value, en fait, on va débuter la partie competitive position et on va essayer de plus entrer en deep, de voir les SWOT, les strengths, les weaknesses, les opportunities, les threats par rapport à ton marché de scale-up et de vraiment créer un chart par rapport à cela. OK? Donc, la séance d'aujourd'hui est terminée. Demain, nous essaierons de continuer à partir du competitive position.